nous. Bonjour à tous, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être avec nous pour ce webinaire qui fait partie donc de ce projet euh, financé par le FEM. C'est le projet, comme vous le savez, d'appui à l'action précoce pour la mise en œuvre du cadre mondial pour la biodiversité, qu'on appelle aussi le projet Early Action Support. Donc, bienvenue à ce 10e webinaire dans notre série de webinaires. Et aujourd'hui, on va se focaliser sur utiliser les données spatiales pour soutenir l'élaboration de plans pour les systèmes nationaux de suivi dans le cadre mondial de biodiversité, donc de Kunming-Montréal. Vous le savez peut-être, mon nom est Marion Marigot. Je vais être votre facilitatrice pour le webinaire d'aujourd'hui. Et ce webinaire, donc, se focalisera sur ce package donc d'appui technique qui sont disponibles à travers donc, le projet EAS et en particulier la composante 2 de ce projet. Et on va se focaliser, comme vous le verrez, sur les nouveaux produits donc, qui ont été produits, qu'on a lancés autour de l'utilisation des données spatiales. Alors, si on avance, en particulier sur ce webinaire, on veut en fait vous donner des recommandations très concrètes en se basant sur le cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité qui a été établi dans la décision 15/5 et notamment du groupe donc ad hoc qu'on appelle le ATEG, c'est le Ad Hoc Technical Expert Group qui travaille sur les indicateurs. Notre but aujourd'hui, c'est de soutenir les parties à la Convention pour identifier les données spatiales qui peuvent être utiles pour calculer des indicateurs. Et ça fait partie donc de votre système de suivi au niveau national. Donc pour faire cela, aujourd'hui, on aura plusieurs présentations qui vont présenter des guides techniques sur l'utilisation des données spatiales, notamment pour soutenir les systèmes de suivi nationaux. On vous présentera notamment la collection de données sur le cadre de suivi qui est disponible dans le UN Biodiversity Lab et on soulignera certaines ressources additionnelles qui sont disponibles à travers cette même plateforme, donc le UN Biodiversity Lab, qui sont disponibles pour les parties et pour vous soutenir dans votre travail autour du cadre mondial pour la biodiversité. Encore une fois, et vous le savez, c'est le 10e webinaire. Le but, c'est d'avoir un engagement, voilà, d'être dynamique dans cette session. Donc, n'hésitez pas à poser des questions et à me parler comme ça. C'est pas juste moi qui parle pendant 2 heures. Sur la slide suivante, vous pouvez voir voilà, l'agenda ou l'emploi du temps pour aujourd'hui. Donc, encore une fois, il y a plusieurs présentations, mais j'espère que vous pourrez être actifs et participer un petit peu avec moi. Sur la slide suivante, donc vous verrez, à ce stade, on est tous experts en Zoom, mais ceci étant dit, si vous avez un problème technique, n'hésitez pas à nous contacter, on est là pour vous aider. Ma collègue Véronica Recondo est là avec nous aujourd'hui, donc vous pouvez soit lui envoyer un message directement sur WhatsApp, sur Zoom, soit lui envoyer un email à l'adresse que vous voyez, donc veronica.recondo@undp.org. Et je voulais aussi vous rappeler donc que vos micros sont coupés pour que ça n'interfère pas avec les présentateurs. Mais ceci étant dit, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous pouvez soit écrire votre question dans le chat, soit lever votre main virtuellement et je vous donnerai la parole. Enfin, je voulais vous rappeler qu'on a une page donc dédiée, une page internet dédiée à ce webinaire. Vous pourrez accéder aux présentations d'aujourd'hui et ainsi qu'à à tous les enregistrements. On partagera comme d'habitude ces enregistrements aussi par email, mais si vous souhaitez accéder à ces présentations et aux enregistrements, vous pouvez consulter l'adresse que ma collègue copie dans le chat, justement, donc le lien internet, n'hésitez pas. Euh, donc, plus généralement, donc vous avez cette page internet pour le webinaire 10, mais plus généralement, il y a aussi la possibilité d'accéder à tous les enregistrements de tous les webinaires passés en se rendant sur le NBSAP Forum. Et là, de la même façon, pour accéder à ces enregistrements, je vais demander à Véronica de nous partager le lien pour accéder à la page générale voilà, du projet Early Action Support et pouvoir accéder aux enregistrements. Pour ceux qui donc sont avec nous aujourd'hui, on est un petit groupe pour le moment. N'hésitez pas à vous présenter sur le chat et nous dire d'où vous venez et quel rôle vous jouez dans le projet Early Action Support. Comme ça, je saurai un peu qui est avec nous aujourd'hui. Si on passe à la slide suivante,
on va donc commencer les présentations pour aujourd'hui parce on a pas mal de présentations aujourd'hui. Et ce que je vais faire, c'est que je vais me tourner tout d'abord pour une présentation sur le guide technique qu'on a développé, euh, notamment sur qui se porte sur les systèmes nationaux de données et de suivi. Donc, on a une présentation qui a été pré-enregistrée par notre collègue Justine Lancelin. Justine, en fait, elle a déjà présenté ce guide technique dans des webinaires passés, mais on s'est dit que c'était important de refaire une présentation aujourd'hui pour vous montrer quels ont été les progrès, notamment avec le groupe ATEG, et vous donner un peu de contexte pour pouvoir utiliser ce guide technique. Donc, puisque c'est une vidéo, Alexis, je vais te demander si tu peux de jouer la vidéo et si on a des questions ensuite de nos participants, on les prendra. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Justine Lancelin et je suis chargée de programme au sein de l'équipe politique du Centre mondial de la conservation de la nature du Programme des Nations Unies pour l'environnement, UNEP-WCMC. Dans cette présentation, je vais introduire les recommandations en cours de développement par UNEP-WCMC afin de soutenir l'élaboration de plans de systèmes nationaux de suivi, ainsi que quelques sources d'informations supplémentaires pour mettre en œuvre ce travail. Avant de débuter, j'aimerais également mentionner que les présentations qui suivront celle-ci au cours de ce webinaire compléteront les documents mentionnés. Pour soutenir la composante 2 du GEF Early Action Support Project, ou en français le projet d'aide à l'action préliminaire du cadre mondial pour la biodiversité, UNEP-WCMC a produit un guide d'orientation afin d'aider à planifier l'élaboration de systèmes nationaux de suivi dans le cadre de la révision des stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité, SPANB, et de l'alignement sur le cadre mondial de la biodiversité. Ce document d'orientation sera disponible sur le forum SPANB dans plusieurs langues, dont le français, et vous sera envoyé au cours des prochaines semaines. Vous pouvez observer à l'écran les différentes sections qui composent le guide pour l'élaboration des plans de systèmes de suivi nationaux, notamment une section contenant des informations sur la façon d'utiliser les recommandations formulées, ainsi que des termes utiles et des mesures suggérées, un modèle de spécification des indicateurs et d'autres sources d'informations utiles. Comme vous le savez, la COP 15 CBD a adopté un cadre de suivi pour le GBF comprenant des indicateurs phares à utiliser dans la planification et l'établissement de rapports, ainsi que des composantes facultatives et des indicateurs complémentaires. Et vous pouvez observer à l'écran le point 13 de la décision 15.6 sur l'établissement de rapports qui invite les parties à utiliser les indicateurs principaux du GBF dans leurs rapports nationaux, complétés si nécessaire par d'autres indicateurs nationaux pour une mise en œuvre progressive, en particulier pour les pays en développement, tout en renforçant les capacités liées à ces indicateurs. Afin de poursuivre le développement du cadre de suivi et de fournir des orientations sur les indicateurs, la COP 15 CBD a également mis en place un groupe spécial d'experts techniques sur les indicateurs, ARTEG. Ce groupe vient d'ailleurs de publier son rapport pour la réunion le mois prochain de l'organe subsidiaire chargé de fournir des avis scientifiques, techniques et technologiques, OSAST, ou en anglais SBSTA 26. L'ARTEG a produit un document d'information 14 pour le SBSTA 26, un guide que nous attendions tous sur l'utilisation du cadre et de ses indicateurs et qui est disponible en anglais à l'adresse web qui apparaît à l'écran. Ce document d'information 14 comprend des conseils sur l'utilisation du cadre de suivi avec les considérations transversales du GBF, telles que les contributions et les droits des peuples autochtones et des communautés locales, des considérations de genre ou encore des considérations sur l'approche écosystémique. Enfin, la section 3 de ce document d'information contient les métadonnées relatives aux indicateurs phares et binaires, ainsi que les descriptions et les informations relatives à leurs utilisations. L'ARTEG a également fourni des informations pour le document 2 du SBSTA 26 sur le cadre de suivi, qui comprend une annexe avec un tableau de tous les indicateurs proposés pour le cadre de suivi, avec des liens vers des sources d'informations pour la composante et des indicateurs complémentaires.
Il est également important de mentionner ici la série de 20 webinaires sur les orientations sur le cadre de suivi, y compris un rapport sur les processus et les résultats de l'ARTEG sur les indicateurs, ainsi que des webinaires sur les indicateurs pour des cibles spécifiques du GPF. Enfin, un atelier d'information sur le travail de l'ARTEG aura lieu le samedi 11 mai, soit le samedi précédent le Substa 26. Et donc, pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter le lien disponible sur cette diapositive. Des informations sur les indicateurs du cadre de suivi sont également disponibles sur cette page web que vous voyez à l'écran et qui a été produite par UNEP WCMC. Cette page sera d'ailleurs mise à jour au besoin, y compris après le Substa 26 et la COP 16 CBD. Il s'agira vraiment du portail de toutes les ressources sur le suivi de l'ARTEG et du secrétariat de la CBD. Pour conclure cette présentation, j'aimerais brièvement revenir sur le guide pour l'élaboration d'un plan d'action pour un système national de suivi et brièvement mentionner les suggestions d'étapes qu'il comprend et qui sont organisées en 4 phases. La première phase ou étape est la préparation d'une approche de projet ou un flux de travail pour produire un plan d'action du système de suivi. La deuxième étape est la définition des indicateurs pour chaque objectif, cible ou action de la SPANB. La troisième étape ou phase est la production d'un plan de livraison pour chaque indicateur de la SPANB. Et enfin, la quatrième étape est la compilation d'un plan d'action, comme vous pouvez le voir à l'écran. Merci pour votre attention. L'équipe des indicateurs de la nature d'UNEP WCMC se fera un plaisir de répondre à vos questions et de vous apporter un soutien technique pour l'élaboration de vos plans de systèmes nationaux de suivi. N'hésitez donc pas à nous contacter à l'adresse mail qui figure sur cette diapositive. Merci. Merci beaucoup, Justine, et merci d'avoir pris le temps de faire cette vidéo et de présenter donc ce guide technique. Donc, avant de continuer, je veux voir si nos collègues ont des questions. Notre collègue du PNU WCMC n'est pas avec nous pour le moment, en tout cas pas Justine, mais on peut évidemment prendre vos questions et faire passer les questions si vous en avez. Alors, je regarde nos participants s'il y a des questions pour le moment. S'il n'y a pas de questions, de toute façon, vous le savez, vous pouvez toujours nous envoyer vos messages dans le chat. Et si vous avez des questions qui vous viennent ensuite, n'hésitez pas à nous le dire et on peut revenir en arrière sur plusieurs présentations. Je crois que pour le moment, on n'a pas de questions, donc on va continuer. Parce que comme je disais, on a un agenda chargé aujourd'hui. Et on va donc continuer avec la prochaine présentation qui se focalise sur un nouveau guide technique que nos équipes ont produit. Et ce guide technique, c'est sur l'utilisation des données spatiales pour soutenir le développement de plans pour les systèmes de suivi nationaux pour le cadre mondial pour la biodiversité. Cette présentation, c'est moi qui vais la faire, donc vous allez m'entendre parler un peu plus. Merci Alexis, je vois que tu as déjà mis les slides, donc on va commencer. Encore une fois, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à les poser et on discutera une fois que la présentation sera finie. Donc, comme je disais, la présentation se focalise sur le lancement de ce guide technique. Si on va à la slide suivante, euh, dans cette présentation, ce que je vais faire, c'est que je vais donner un aperçu de l'objectif qu'on s'est fixé en créant ce guide et son contenu. Je vais résumer les informations que l'on fournit dans la section 2 de ce guide particulièrement, puisque ça concerne le soutien donc, aux évaluations nationales de la capacité et des besoins en matière de données spatiales pour élaborer des plans de suivi nationaux. Et je donnerai également un aperçu de la section 3 qui est consacrée au UN Biodiversity Lab, dont on entendra parler plus en détail dans la dernière présentation du webinaire aujourd'hui. Et juste pour vous aider, je mettrai en avant les différences entre ce document et d'autres documents, donc d'autres guides et techniques qui ont été produits précédemment dans le cadre du projet Early Action Support. Et je vous donnerai des informations sur les cycles de mise à jour justement de nos informations, parce que vous savez que l'année 2016 va être chargée en meeting et donc on mettra à jour nos guides techniques pour refléter tout ça. Alors, si on va à la slide suivante, pourquoi un autre guide technique de la composante numéro 2 de ce projet? Justine vient donc de nous parler du premier guide qui a été publié précédemment pour soutenir les parties dans leur travail sur la composante 2 de ce projet.
qui a fourni donc une vision complète, on va dire, des étapes nécessaires pour élaborer un plan de système de suivi national. Donc ça, c'est le guide que vous voyez sur la gauche, sur la diapositive à l'écran. Ce guide donc qu'on a produit et qu'on présente aujourd'hui, il se veut complémentaire et il se concentre spécifiquement sur les utilisations de données spatiales dans le cadre de l'établissement d'un plan pour un système de suivi national. Parce qu'en fait, de nombreuses parties, de nombreux pays nous ont dit que dans leur effort en fait de mettre en place un cadre de suivi, ils avaient besoin de renforcer leurs capacités et de recevoir de l'aide justement pour pouvoir mettre en place ce système de suivi et de recevoir des outils et des connaissances nécessaires pour évaluer les indicateurs à utiliser dans le cadre de suivi. Donc l'objectif du guide que je présente aujourd'hui, c'est de fournir ce soutien particulièrement en se focalisant sur les indicateurs qui peuvent être calculés avec des données spatiales. Si on va à la slide suivante, donc le guide que je présente aujourd'hui a pour but d'aider les parties à entreprendre une évaluation des données et des outils spatiaux nationaux qui sont disponibles et qui peuvent être utilisés dans le cadre d'un système de suivi national pour mettre en place donc le cadre mondial pour la biodiversité, le CMB. Donc les parties peuvent utiliser ce nouveau document pour plusieurs choses. Premièrement, pour revoir les indicateurs dont le calcul nécessite des données spatiales. Deuxièmement, pour identifier, visualiser et télécharger des données spatiales mondiales, globales, qui sont officiellement recommandées pour le calcul de l'indicateur. Et enfin, troisièmement, pour avoir accès à des listes et des conseils pour identifier les données spatiales nationales existantes, ainsi que les lacunes en matière de données nationales. Les parties peuvent également utiliser ce guide pour visualiser des ressources qui existent, ainsi que les futures ressources qui seront disponibles via la plateforme UN Biodiversity Lab, donc qui est une plateforme qui donne accès à des données spatiales, et voir quelles ressources pourraient être utilisées en fonction des besoins nationaux dans le cadre de l'établissement d'un plan d'action de suivi. On partagera tous les liens nécessaires donc, et dont on parle dans cette présentation, évidemment, au cours de ma présentation. Slide suivante, s'il te plaît, Alexis. Donc, ce guide technique, il a 3 sections principales que vous pouvez voir à gauche. Tout d'abord, une introduction brève au cadre de suivi donc pour le cadre mondial pour la biodiversité. Deuxièmement, et on va se focaliser principalement sur ça, c'est une section sur l'évaluation des capacités et des besoins nationaux en matière de données spatiales pour le cadre de suivi pour le CMB. Et enfin, troisièmement, une section sur les fonctionnalités actuelles et à venir de la plateforme UN Biodiversity Lab pour aider les parties dans leur travail. Donc, dans cette présentation, comme je l'indiquais, je vais me concentrer principalement sur la section 2 et mes collègues ensuite vont présenter le UN Biodiversity Lab un peu plus en détail dans les prochaines présentations. Slide suivante. Alors, avant de commencer et d'entrer dans les détails, Alexis, si tu peux aller à la slide suivante, s'il te plaît. On va se demander d'abord pourquoi les données spatiales et pourquoi est-ce que c'est important. Nous, on s'apprête à mettre en œuvre donc des mesures pour mettre en œuvre donc le cadre mondial pour la biodiversité et on se demande pourquoi les données spatiales. Et en fait, les données spatiales, comme vous le savez peut-être, elles permettent de déterminer où et comment prendre des mesures efficaces pour résoudre des problèmes clés donc, de notre époque. Les données spatiales peuvent également jouer un rôle clé dans le suivi des progrès réalisés pour atteindre les objectifs internationaux qui sont dans le cadre mondial pour la biodiversité. Et ce qui est peut-être le plus important, et notamment dans le cadre du projet Early Action Support, le cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité comprend de nombreux indicateurs que les parties doivent utiliser et qui vont nécessiter d'utiliser des données spatiales. C'est pour ça qu'on passe autant de temps sur les données spatiales et comprendre comment elles peuvent être utilisées. Slide suivante, s'il te plaît. Dans la section 2 du guide que je présente aujourd'hui, on a abordé donc 4 questions clés pour aider les pays à identifier où spatial pour être calculé sur la base des métadonnées qui sont associées au cadre de suivi. Deuxièmement, comment les parties peuvent identifier les données spatiales nationales pour le calcul des indicateurs et la planification et le suivi. Troisièmement, quelles sont les données spatiales globales, donc mondiales, qui peuvent être utilisées pour le calcul des indicateurs quand les données nationales ne sont pas suffisantes.
Et quatrièmement, comment les parties peuvent combiner les données nationales et globales pour les utiliser au niveau national. Donc, toutes ces informations, elles se trouvent dans le guide que je vais vous présenter aujourd'hui et je vais commencer par les indicateurs qui nécessitent des données spatiales pour être calculés. Donc, si on va à la slide suivante, notre équipe a suivi une approche rigoureuse pour évaluer les indicateurs qui nécessitent l'utilisation des données spatiales dans leur calcul. Qu'est-ce qu'on a trouvé en faisant notre analyse? C'est que 44% des indicateurs principaux, donc les headline indicators, et 50% des indicateurs de composantes sont assortis d'une méthodologie qui encourage l'utilisation des données spatiales. Donc, c'est beaucoup, c'est pratiquement la moitié. Pourquoi c'est important? L'analyse nous montre donc que les données spatiales sont essentielles au suivi et à l'établissement de rapports nationaux sur vos actions nationales qui visent à mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité. Les méthodes donc, qui sous-tendent cette analyse et les détails donc, de notre analyse sont tous écrits dans le guide technique. Je ne vais pas rentrer là maintenant dans les détails, pardon, mais la prochaine présentation se focalisera un peu plus sur ça. Alors, slide suivante, s'il te plaît. L'analyse donc, que j'ai présentée dans la diapositive précédente montre que les données spatiales sont un élément essentiel pour un système de suivi national pour le cadre mondial pour la biodiversité. Dans la section 2.2 du guide technique que je suis en train de présenter, on fournit une série de ressources conçues pour aider les pays à identifier les données spatiales pour le calcul de ces indicateurs au niveau national. Donc, particulièrement dans la section 2.2.1, on commence par donner des conseils généraux sur l'identification des données spatiales nationales qui sont pertinentes pour le calcul des indicateurs et sur l'évaluation donc de l'utilité des données spatiales globales pour le calcul d'indicateurs au niveau national. Notamment, cette section dans le guide technique, ça comprend une liste pour évaluer la disponibilité et les lacunes des données spatiales nationales, ainsi que des questions générales pour vous aider à évaluer la disponibilité et la qualité des données que vous avez au niveau national dans votre pays. Slide suivante, s'il te plaît. Dans la section 2.2.2, donc la suivante, on vous renvoie à des tableaux de données pour les indicateurs principaux. Donc encore une fois, ce qu'on appelle les headline indicators, ainsi que les indicateurs de composantes et les indicateurs complémentaires qui peuvent être tous calculés à l'aide de données spatiales, ainsi qu'à des données de référence globale pour le calcul de chacun de ces indicateurs. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails ici, encore une fois, on abordera ça plus en détail dans la prochaine présentation. Je préfère rester un peu plus au niveau. Mais il faut savoir que ces tableaux de données donc, sont conçus pour capturer des informations clés de chaque ensemble de données afin de vous fournir un résumé facile pour évaluer en gros si ces données sont appropriées pour vous, pour le calcul de l'indicateur au niveau national ou non. Donc, ce qu'on fait dans ce tableau, c'est qu'on indique le nom de l'indicateur. On a un lien vers le cadre d'indicateur donc du CMB. Et on a un lien aussi sur les données globales qui sont disponibles. On vous fournit le nom de ce jeu de données qui est recommandé pour le calcul de l'indicateur, ainsi qu'une brève description, la fréquence de mise à jour et la résolution, parce que c'est important, et ainsi qu'un lien pour visualiser ce jeu de données sur la plateforme de données spatiales, donc le UN Biodiversity Lab. Donc en gros, on a dans ce tableau toutes les informations résumées pour que ce soit plus facile pour vous à digérer et à utiliser. Également, ce qu'on a fait, c'est que nos experts ont élaboré une liste de questions qui vous permettent de déterminer s'il existe de meilleures données nationales ou globales qui peuvent être utilisées ou produites au niveau national. Et ça, c'est ce que vous voyez dans la colonne de droite sur cette slide. En fait, le but, c'était d'examiner et de résumer les informations qui sont disponibles dans le cadre de la décision 15.5 et de voir quelles données existent afin de vous fournir une norme qui vous permet d'examiner vos propres données nationales et d'identifier à l'inverse les données mondiales qui peuvent combler des lacunes qui pourraient exister au niveau national. Ces données peuvent également être consultées donc, par le biais de notre collection de données sur le cadre de suivi du CMB, qui est disponible dans le UN Biodiversity Lab qu'on va présenter dans la prochaine présentation. Et ce que je tiens également à souligner, c'est que c'est que les données fournissent actuellement des informations complètes sur les indicateurs principaux et les indicateurs de composantes.
on a inclus donc les indicateurs complémentaires sur une base ad hoc et on espère donc avoir un peu plus d'informations dans le futur et bien sûr on pourra mettre à jour ce guide technique. Si on va à la slide suivante et qu'on passe à la section 2.2.3, dans cette section, on examine comment les ensembles de données nationaux et mondiaux peuvent être combinés pour être utilisés en fonction de vos besoins au niveau national. En général, et vous le savez, il est préférable d'utiliser un seul ensemble de données cohérent et validé pour répondre à un besoin de données. Mais dans certains cas, un ensemble de données nationales est préférable, mais ne fournit pas en gros une couverture de données sur l'ensemble du pays. Donc, dans cette section du guide technique, on voit justement ces cas précis euh, où une couverture de données ne couvre pas un territoire total. Il y a une décision, en tout cas des décideurs et des experts, de combiner des données mondiales et nationales dans un pays. Donc, on vous explique dans cette section comment faire et quelles considérations à prendre en compte. Et enfin, si on va à la slide suivante, dans la section 2.2.4, on fournit des informations sur la manière dont les pays peuvent être en mesure de valider des ensembles de données globales pour une utilisation nationale. On aborde la validation scientifique des données en mettant l'accent sur plusieurs considérations, notamment l'exactitude des données, la précision, la résolution, l'exhaustivité, la cohérence et les cycles d'actualisation de ces données. Et dans cette section, on discute également de la validation institutionnelle des données mondiales pour une utilisation nationale. La validation, elle est généralement liée à une validation donc scientifique qui garantit évidemment la fiabilité, l'applicabilité des ensembles de données globales dans le cadre donc de la gouvernance et de l'élaboration de politiques nationales. Donc on passe vraiment de ce niveau global au niveau national. Et la validation donc de processus de validation varie d'un pays à l'autre en fonction des processus nationaux. Mais nous, ce qu'on vous fournit dans cette section du guide technique, c'est des recommandations générales pour ce processus qui, on l'espère, vous aide justement à guider et mettre en œuvre ce processus. Donc ça, c'était pour la question numéro 2. Enfin, sur la section pardon, numéro 2 qui se focalise donc sur ces questions, sur les données spatiales globales et nationales. Et comme je disais, dans la section 3 du guide technique que vous pouvez voir donc sur l'écran, on se focalise sur la plateforme UN Biodiversity Lab, donc on l'appelle le UNBL, qui est une plateforme qui vous fournit un accès à des données spatiales. Et on souligne notamment les nouvelles fonctionnalités qui sont disponibles sur cette plateforme qui peuvent aider les pays dans leur travail de développement d'un système de suivi national pour le CMB. Donc à l'écran, je vais passer, je vais pas rentrer dans les détails, mais vous pouvez voir toutes les sections donc, de la section 3. On va présenter justement cette section 3 plus en détail dans une prochaine présentation. C'est juste pour vous donner une indication. Moi, dans ma présentation, je voulais me focaliser sur la section 2. Si on passe à la slide suivante, c'est important de savoir que toutes les informations qui sont contenues dans ce guide technique ont été produites donc sur la base du cadre du suivi pour le CMB. Donc c'est la décision 15.5 et toutes les données globales associées qui sont disponibles sur le site web des indicateurs du cadre mondial pour la biodiversité depuis 2023. Avec cette publication, donc avec la publication à venir de nouveaux documents par le groupe Arteg sur les indicateurs, nous, ce qu'on fera de notre côté, c'est qu'on mettra à jour ce guide technique en suivant notamment les décisions donc, du SEPSTA 26. Donc, attendez-vous à ce qu'il y ait une mise à jour de ce guide technique en juillet à peu près, en 2024. Et ensuite, évidemment, on va mettre à jour ce guide technique une fois que la COP 16, qui aura lieu donc en octobre-novembre cette année, sera passée. Donc, on prévoit de mettre à jour ce guide technique 2 fois pour pouvoir suivre et inclure les recommandations officielles. Si on va sur la slide suivante, avant de conclure, donc, ce que je voudrais souligner, c'est la différence entre le guide technique que je viens de présenter et d'autres guides techniques qui ont pu être publiés, présentés précédemment. Les conseils que je viens de partager sont entièrement en gros alignés donc, sur le cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité et sur les travaux en cours donc, du groupe Arteg sur les indicateurs.
Donc, ils sont conçus pour soutenir les parties dans leur travail d'inclusion de données spatiales dans les plans pour les systèmes de suivi nationaux au niveau du pays. Les produits spatiaux qui ont été, donc les guides techniques sur les données spatiales qui ont été partagés sous la composante numéro 3, pardon, que vous pouvez voir à droite. Donc, elle s'appuie sur des recherches scientifiques validées qui concernent plutôt l'aménagement du territoire et l'établissement de priorités pour soutenir des actions basées sur la nature pour aligner vos politiques. Donc, ce guide technique peut également euh, vous aider à réfléchir à la manière dont les données spatiales peuvent soutenir l'alignement des politiques sectorielles dans votre pays. Euh, Cependant, donc, elles ne sont pas encore complètement alignées sur les données qui sont recommandées dans le cadre du suivi du cadre mondial pour la biodiversité. Euh, Ce qu'on essaie de faire pour le moment, voilà, on avait 2 guides techniques parce que vous savez qu'il y a plusieurs composantes dans le projet Early Action Support. Il y a la composante 2 sur les systèmes de suivi et la composante 3 sur l'alignement des politiques. Donc, vous voulez avoir des guides techniques séparés pour que si vous travaillez sur une des 2 composantes, vous ayez un guide technique. Mais à l'avenir, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de combiner les 2 documents afin de fournir donc des conseils complets sur l'utilisation des données spatiales euh, sur la planification et le suivi et l'établissement des rapports nationaux pour le cadre mondial pour la biodiversité. Donc, c'était beaucoup d'informations que je vous ai données. J'espère que je suis restée assez claire. Si on va à la slide suivante, je pense qu'on a un petit sondage pour qu'on puisse comprendre de notre perspective quel est le soutien le plus important donc pour votre pays. Alors, je vais demander peut-être à mon collègue de lancer le sondage. Donc, ce que j'aimerais savoir, c'est quel est le soutien qui est le plus pertinent pour votre pays. Est-ce que c'est de comprendre quels indicateurs nécessitent des données spatiales pour être calculés? Est-ce que c'est identifier des données spatiales nationales pour un calcul d'indicateur? Ou bien identifier des données spatiales globales pour un calcul d'indicateur? Est-ce que vous souhaitez télécharger des données spatiales globales qui sont référencées dans la décision 15.5? Est-ce que vous souhaitez renforcer la capacité à combiner les données nationales et mondiales pour les utiliser au niveau national? Est-ce que vous souhaitez calculer des indicateurs à l'aide de données spatiales mondiales ou nationales? Ou bien, si vous avez d'autres potentielles utilisations et potentiels besoins de soutien, n'hésitez pas à me le dire. Donc, je vais laisser un peu de temps à nos collègues pour répondre. Je ne sais pas si on a des questions qui arrivent, pas des questions, des réponses qui arrivent du côté des organisateurs, mais je vais laisser quelques minutes. Dans tous les cas, ce qu'on a essayé de faire avec le guide technique, c'est justement d'apporter un soutien sur chacun de ces objectifs. Mais si jamais vous avez besoin d'appui en particulier sur un de ces points, n'hésitez pas à nous contacter. On est là pour ça. Et Alexis, je ne sais pas du coup si on a des réponses de nos collègues ou pas. Et si on n'a pas de réponse, on peut peut-être attendre quelques secondes et puis je vais conclure ma présentation. Alors, je vois qu'on a deux réponses. Deux réponses On pour a l'instant. 2 réponses. De ton Et je ne côté, sais pas combien de personnes, on a une dizaine de participants. voilà. Euh, donc n'hésitez pas, collègues, à revenir sur votre écran Zoom et répondre aux questions. Je vais laisser juste 10 secondes de plus pour voir si on a plus de réponses de nos collègues. Euh, Encore une fois, ce n'est pas une évaluation. Le but, c'est juste de savoir où vous pensez que votre pays aura le plus besoin de soutien, d'appui technique. Peut-être, Alexis, on peut publier les résultats juste pour savoir et puis je vais conclure ma présentation. Ouais, je vais demander à Véronica, c'est elle qui gère le sondage. Veronica, if we could publish the poll results, if you click, I think, yeah, and then perfect. Parfait. Oui, je vois qu'on a pas mal. Alors, il y a beaucoup. Tout le monde veut vraiment avoir des indicateurs, enfin, la possibilité de calculer des indicateurs à l'aide donc de données spatiales mondiales ou nationales. Donc, ça, c'est la combinaison, on en parlait, des données globales et nationales. Donc, ça, vous pouvez le faire avec notamment le UN Biodiversity Lab. Et puis, il y a pas mal de besoins donc sur comprendre en fait quels sont les indicateurs qui nécessitent des données spatiales et la possibilité aussi de télécharger ces données spatiales mondiales donc, qui sont référencées. Très bien, bah, du coup, je vais prendre en compte ces réponses et les partager avec mon équipe. Euh, Hop, et donc, je peux fermer ça.
Et donc, on peut, you can stop sharing, Vero. Et donc, si on va à la slide suivante, eh ben, en fait, je vais conclure ma présentation. Je pense que vous m'avez assez entendu pour le moment. Euh, mais n'hésitez pas, donc, mon adresse email, elle est à l'écran, donc c'est marion.marigot@undp.org. Si vous avez des questions sur ce guide technique, sur les différentes sections ou même sur le contenu de ces sections, n'hésitez pas à m'envoyer un email. Euh, et je ferai passer à mon équipe technique, donc à nos collègues de l'équipe technique qui pourront répondre. Merci beaucoup, Alexis, d'avoir partagé la présentation. Je vais voir si certains de nos collègues ont peut-être des questions. Euh, j'attends, euh, j'attends de voir. Euh, alors, je vois qu'il y a quelques collègues qui nous ont rejoints depuis le début de ma présentation. N'hésitez pas à nous dire si vous avez des questions. N'hésitez pas à lever la main. Ou écrire votre question dans le chat. Ah oui, Farel, je vois que vous avez une question. Allez-y. Je vais ouvrir votre micro. Merci Parfait. beaucoup et c'était une présentation vraiment très intéressante. Je vais essayer de mettre. Donc, je suis Farel Djigou de l'Agence gabonaise d'études et d'observation spatiale. Je suis chef de service suivi évaluation des politiques publiques. Donc, en gros, on se sert de la donnée spatiale pour essayer d'évaluer les politiques publiques nationales et leur alignement à l'international en gros. Et ma question porte vraiment sur l'association des données globales et nationales pour justement cet exercice. Parce que la question s'est souvent beaucoup posée. Nous avons eu, par exemple, moi, je prends un exemple assez typique. On a des, des initiatives, par exemple, euh, là sur le mois dernier, une initiative qui vise à développer en fait des modèles liés au changement climatique euh, mais qui se base, enfin sur le Gabon, mais qui se base en fait sur des données qui sont globales. Donc Mhm. vraiment, le questionnement reste là. À chaque fois, c'est des préoccupations qui sont soumises comme ça et qui sont euh, euh, mentionnées. Mais malheureusement, au niveau de l'expertise internationale, cet élément n'est pas toujours pris en compte. Et du coup, il y a beaucoup de spécificités qui sont locales, Oui. qui ne ressortent pas toujours dans pas mal de modèles ou bien de données qui sont produites, etc. L'idée est de savoir est-ce que cette manière de faire, parce que vous parliez de validation, justement, est-ce que des données globales, est-ce qu'il n'y a pas comment dire ça, un processus qui pourrait être imposé dans ce sens-là pour que chacun sache qu'il doit passer par cette étape-là de validation, Mm. si jamais on a cette ambition-là de vouloir appliquer des données globales pour évaluer euh, euh, sur le local, en fait. Ouais, Merci. c'est une très bonne question. Merci de la poser parce que je pense que c'est une question qui revient pas mal pour tous les pays en fait. Le fait qu'il y ait des jeux de données globaux, c'est utile au niveau national, mais dès qu'on rentre dans des spécificités un peu plus locales, même sous-régionales, c'est un peu compliqué. Alors nous, le processus voilà de validation. Donc j'en parlais pour ce guide technique, on a des questions entre guillemets un peu générales pour guider ce processus donc de validation des données globales pour un contexte national. Ceci étant dit, ces questions elles restent générales parce qu'en fait, le processus de validation, il varie beaucoup d'un pays à l'autre. Et il varie parce que justement, le contexte national n'est pas le même. Donc, dans le cadre du projet donc Early Action Support, on soutient, nous, 138 pays, il me semble. Et du coup, il faut qu'on trouve un peu la balance entre avoir un contenu pertinent et qui reste relativement général pour qu'il puisse être utile aux 138 pays et adapté à chacun des pays. Donc c'est pour ça que dans le cas, je crois, Farel, vous mentionniez le Gabon, je crois que vous êtes au Gabon, on n'a pas forcément un processus ou une recommandation spécifique pour ce contexte national. Mais ceci étant dit, dans le cadre de l'appui qu'on fournit au pays,
on pourrait, enfin, si vous avez le temps et si notre équipe est disponible, on pourrait prévoir peut-être un appel téléphonique où on peut discuter avec vous du cas précis donc du Gabon et voir quelle serait la meilleure façon de faire ce processus de validation nationale. Ah, je vois que Farrell voilà, est de retour avec nous. Mais c'est pour ça, Farrell, on n'a pas forcément de recommandation unique comme une one solution pour tous les pays, parce que ça dépend vraiment du contexte national. Mais n'hésitez pas, si vous voulez, à me contacter. Le Gabon, je sais que vous êtes soutenu par UNEP, mais dans tous les cas, ce serait utile, en fait, si vous avez des questions spécifiques pour le pays, d'être en contact avec nos experts nationaux, enfin internationaux, mais qui pourraient se pencher un peu plus sur le contexte national. Et voilà. Donc j'espère que ça répond à votre question, mais c'est pour ça qu'il n'y a pas un, c'est pour ça que je pense qu'il n'y a pas un processus général en fait qui peut être adopté systématiquement par tous les pays. Nous, on propose juste un processus qui, s'il est pertinent ou s'il est jugé pertinent, peut ensuite être utilisé par les preneurs de décision au niveau national. Je ne sais pas donc si j'ai répondu à votre D'accord. question, pareil. Non, non, c'est très bien répondu. C'est noté. Merci beaucoup. Il y a pas de souci, avec plaisir. Merci pour votre question. À ce stade, je crois pas qu'on ait d'autres questions. En tout cas, je vois pas de main levée. Je crois pas qu'on ait de messages dans le chat. Donc, on va pouvoir, je pense, passer à la présentation suivante. Donc là, moi, je me focalisais sur le guide technique. Justement, je vous présentais un petit peu ce qui est présenté dans ce guide technique. Euh, on va continuer la présentation et sur la prochaine présentation, on va se focaliser sur la collection de données pour le cadre mondial, pour le cadre de suivi pour le cadre mondial pour la biodiversité. C'est une nouvelle collection de données qui est disponible sur le UN Biodiversity Lab. Et pour ça, je vais me tourner vers mon collègue Scott Atkinson, qui est expert donc, en données spatiales pour la biodiversité au PNUD. Alors Scott, il vient en Australie, donc autant vous dire que c'est, je pense, la nuit pour lui. Donc il nous a fait un enregistrement. Et pareil, Alexis, si tu peux, je te donne la parole et si tu peux mettre la vidéo, c'est parfait. Bonjour et bonsoir aux collègues du monde entier qui nous rejoignent. Je m'appelle Scott Atkinson et je suis spécialiste technique pour le PNUD. Aujourd'hui, je vais explorer plus en profondeur la manière dont les données spatiales peuvent être utilisées pour le calcul des indicateurs du cadre de suivi du cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Montréal. Pour ce faire, je m'appuierai sur le contenu présenté par ma collègue Annie et je me concentrerai en particulier sur ce que nous savons de la manière dont les données spatiales devraient être utilisées pour le calcul des indicateurs sur les bases des documents officiels de la CDB. Je présenterai également la manière dont vous pouvez accéder à ces données spatiales sur notre plateforme de données spatiales, UN Biodiversity Lab, et vous trouverez sur cette diapositive un aperçu des sujets que j'aborderai. Commençons par une vue d'ensemble du cadre de suivi de GBF et de la collecte de données sur l'UNBL. Comme vous le savez, le cadre mondial pour la biodiversité adopté lors de la 15e réunion de la conférence des parties de la CDB comprend un ensemble de 4 objectifs et de 23 cibles. Le cadre de suivi établi dans les décisions 15.5 définit les indicateurs principaux, des indicateurs de composantes et des indicateurs complémentaires pour suivre les progrès au niveau national. Les données spatiales joueront un rôle essentiel dans le suivi des progrès réalisés dans la mise en œuvre des différents objectifs et cibles, car de nombreux indicateurs du cadre de suivi nécessitent des données spatiales pour leur calcul. Dans le but d'aider les pays à prendre des mesures rapides pour identifier et évaluer les données spatiales qui peuvent être utilisées au niveau national, nous avons créé la collection de données de cadre de suivi de GBF sur le UN Biodiversity Lab. Les pays peuvent utiliser la collection de données de cadre de suivi de GBF
pour examiner les indicateurs dont le calcul nécessite de données spatiales et pour identifier, visualiser et télécharger les données spatiales qui sont référencées dans les métadonnées des indicateurs associés à la décision 15.5. Si vous n'êtes pas familier avec les métadonnées des indicateurs, ne vous inquiétez pas. Je vous expliquerai cela plus en détail dans les diapositives suivantes. Il est important de mentionner ici que la décision 15.5, annexe 1, stipule que si les indicateurs nationaux ne sont pas disponibles, l'utilisation d'indicateurs mondiaux au niveau national doit être validée par des mécanismes nationaux appropriés. Compte tenu de cette déclaration, nous proposons cette collecte de données à deux fins. Premièrement, fournir des ensembles de données qui peuvent servir comme des normes de données que les pays peuvent utiliser pour évaluer leurs propres ensembles de données nationales. Et deuxièmement, dans le cas où il n'existe pas de données nationales, fournir des données de référence mondiale qui pourraient être validées au niveau national pour permettre la déclaration de l'indicateur associé. En plus de la collection de données GBF disponibles en ligne sur l'UNBL, les ensembles de données spatiales sont également disponibles dans le guide Using Spatial Data to Support the Development of Plans for National Monitoring Systems for the Kunming Montreal Global Biodiversity Framework, comme le présentait ma collègue Annie. La collecte de données de GBF se trouve spécifiquement à la annexe 2 du document et est présentée sous forme de tableau comprenant les ensembles de données spatiales pour les indicateurs principaux et les indicateurs de composantes, ainsi que les indicateurs complémentaires sur une base ad hoc. Comme l'a mentionné Annie, l'annexe 2 contient en outre des questions directrices pour aider les pays à identifier les ensembles de données nationaux existants. Examinons les méthodes et les processus de sélection que nous avons utilisés pour inclure les données dans la collection. L'équipe d'experts de l'UNBL a évalué le cadre de suivi afin d'identifier où les données spatiales peuvent être utilisées pour le calcul des indicateurs. Nous avons utilisé deux sources d'informations, le cadre de suivi et les métadonnées associées à chaque indicateur en décembre 2023. Nous prévoyons également de mettre à jour les données sur les futurs résultats de l'ATEG, du SUBSTA 26 et de la COP 16. Dans le diapositive suivant, je vous donnerai plus de détails sur ce processus. Commençons par la première source d'information que nous avons utilisée. Lors de la 15e réunion de la conférence des parties de la CDB, les pays ont adapté le cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal. Dans la décision connexe 15.5, le COP a établi le cadre de suivi qui comprend une série d'indicateurs principaux qui saisissent la portée globale des objectifs et des cibles, ainsi qu'une liste de composants et d'indicateurs complémentaires qui permettent une analyse plus détaillée. Pour notre évaluation, nous utilisons la liste des indicateurs principaux, composants et complémentaires énumérés dans la décision 15.5, comme vous pouvez le voir à droite de cet écran. Passons maintenant à la deuxième source d'information que nous avons utilisée. L'équipe de l'UNBL a utilisé les métadonnées associées à chaque indicateur avec les informations disponibles en décembre 2023 qui sont répertoriées sur le site web les indicateurs pour le cadre mondial pour la diversité Kunming-Montréal. Ce site web fournit les métadonnées les plus récentes pour le cadre de suivi. Sur la droite, vous pouvez voir à quoi ressemble le site web et comment les métadonnées sont disponibles pour les objectifs et les cibles de chaque indicateur. Nos experts ont soigneusement analysé ces métadonnées afin de déterminer si elles encouragent l'utilisation de données spatiales pour chaque indicateur. Nous avons également utilisé ces métadonnées pour identifier le jeu de données
de référence mondiale spécifique recommandée pour le calcul de l'indicateur. Au cours de la troisième et dernière étape du processus, nous prévoyons d'examiner et de mettre à jour, si nécessaire, notre collecte de données GBF, conformément à la publication de nouveaux documents pour le G7 sur les indicateurs avant le Substat 26 que Philippe a mentionné dans sa présentation, et les décisions prises lors du Substat 26 qui se tiendra en mai de cette année, et enfin les décisions pertinente de la COP 16 qui se tiendra en novembre de cette année. Ensuite, nous avons analysé les métadonnées des indicateurs afin d'identifier les indicateurs qui recommandent l'utilisation de données spatiales pour le calcul. Nous avons identifié 4 types d'indicateurs dans le cadre des suivis: spatial, probablement spatial, non spatial et probablement non spatial. Je voudrais souligner ici que cette classification est basée sur l'évaluation par notre équipe d'experts et de la méthodologie présentée dans les métadonnées officielles. Il ne s'agit pas d'une classification officielle établie dans le cadre des suivis du GBF. Comment avons-nous identifié ces 4 catégories d'indicateurs? Vous pouvez voir nos critères dans le tableau à droite de l'écran. Ces critères sont également détaillés dans le document d'orientation technique. Pour les indicateurs que nous avons identifiés comme spatiaux, la méthodologie de calcul de l'indicateur est disponible. Les métadonnées mentionnent l'utilisation de données spatiales et les données spatiales sont encouragées pour le calcul de l'indicateur ou pour fournir les informations désagrégées requises par l'indicateur. Pour les indicateurs que nous avons identifiés comme étant probablement spatiaux, nous avons rencontré 2 cas de figure, soit la méthodologie de calcul de l'indicateur est en cours de développement, mais les métadonnées mentionnent l'utilisation de données spatiales, et les données spatiales sont encouragées pour le calcul de l'indicateur ou pour fournir les informations désagrégées requises par l'indicateur. Alternativement, dans le cas où les métadonnées ne sont pas encore disponibles, plusieurs experts ont convenu qu'à leur avis, les données spatiales seront nécessaires dans les examens indépendants. Pour les indicateurs que nous avons identifiés comme non spatiaux, la méthodologie de calcul de l'indicateur est disponible et les métadonnées ne font pas de référence à des données spatiales. Et pour le dernier type de données, les données probablement non spatiales, soit la méthodologie de calcul de l'indicateur est en cours de développement et les informations sur les métadonnées ne font pas référence aux données spatiales. Enfin, dans le cas où les métadonnées ne sont pas encore disponibles, plusieurs experts ont convenu que à leur avis, les données spatiales ne seront pas nécessaires pour les examens indépendants. Qu'avons-nous trouvé? Tout d'abord, comme l'indiquait Annie, 44% des indicateurs principaux et 50% des indicateurs de composantes comportent une méthodologie encourageant l'utilisation de données spatiales. Ce que vous voyez ici, c'est cette analyse ventilée par indicateurs principaux dans le colonne de gauche et par indicateur de composantes dans le colonne de droite. Les barres à droite de chaque objectif ou cible indiquent le nombre d'indicateurs associés à chaque catégorie que j'ai présenté dans la dernière diapositive. Par exemple, si nous examinons les indicateurs principaux de l'objectif A, nous constatons qu'il y a un indicateur qui est spatial, un indicateur qui est probablement spatial et 2 indicateurs qui ne sont pas spatiaux. Et pourquoi est-ce important? Cette analyse nous montre essentiellement que les données spatiales sont essentielles au suivi et à l'établissement de rapports sur les actions nationales visant à mettre en œuvre le cadre mondial pour la biodiversité.
Elle nous aide également à déterminer les groupes d'objectifs pour lesquels les données spatiales sont les plus importants. Par exemple, les objectifs 1 à 8 liés à la réduction des menaces pesant sur la biodiversité ont tous au moins un indicateur qui peut être calculé à l'aide de données spatiales. Au total, 61% des indicateurs principaux et des indicateurs de composants des objectifs 1 à 8 requièrent ou encouragent l'utilisation de données spatiales. Ce pourcentage est plus faible dans les deux autres groupes d'objectifs. L'annexe 1 des orientations techniques fournit de plus amples informations sur chaque objectif de cible et cible des indicateurs principaux et des indicateurs de composantes relevant des 4 types de données. Les informations sont présentées sous la forme d'un tableau que vous pouvez voir ici dans la partie droite de la diapositive. Après avoir mené notre évaluation pour identifier les indicateurs qui peuvent être calculés à l'aide de données spatiales, notre équipe a travaillé pour collecter les données identifiées auprès des sources officielles pour chaque indicateur du GBIF. Notre objectif était de rendre ces données facilement accessibles aux parties dans un référentiel unique, notre collection de données de cadre de suivi de GBIF sur l'UNBL. Pour ce faire, nous avons suivi des étapes décrites dans cette diapositive. Certaines de données recommandées dans les métadonnées officielles ont des licences entièrement ouvertes auxquelles nous avons pu accéder directement. D'autres données nécessitent l'autorisation de fournisseurs de données pour être accessibles et utilisées. Le cas échéant, nous avons donc contacté le propriétaire des données pour lui demander l'autorisation de les rendre disponibles sur l'UNBL. Nous avons ensuite traité tous les ensembles de données, les avons téléchargés sur l'UNBL et les avons rendus accessibles par le BAIS de la collecte de données du cadre de suivi de GBIF que nous sommes ravis de lancer aujourd'hui. Dans l'ensemble, la collecte de données du cadre de suivi de GBIF comprend actuellement 44 ensembles de données pour les indicateurs principaux, les indicateurs de composantes et les indicateurs complémentaires. Nous prévoyons d'en ajouter 9 autres dans un avenir proche, après avoir reçu les autorisations de fournisseurs de données et achevé le processus de téléchargement. Comment les parties peuvent-elles accéder à la collecte de données de cadre de suivi de GBIF et l'utiliser? Cette collection de données est librement accessible en 5 langues par le BAIS de notre plateforme de données spatiales UN Biodiversity Lab. Mon collègue va insérer le lien dans le chat. Pour accéder à la collection de données de GBIF, vous pouvez lire les liens fournis. Vous pouvez également naviguer sur www.unbiodiversitylab.org, cliquez sur Découvrir, puis cliquez à nouveau sur l'option Collection de données et vous verrez alors toutes les collections de données disponibles sur l'UNBL. Sélectionnez le Monitoring Framework de la collection de données de cadre mondial pour la biodiversité Kunming-Marielle. Une fois sur la page, vous pouvez consulter les informations de base sur la collection. Poursuivons l'exploration de la collection. Si vous faites défiler les pages après les informations générales, vous trouverez des informations détaillées sur les données spatiales recommandées pour soutenir le calcul des indicateurs, organisés sous forme d'onglets intitulés « Composantes et indicateurs complémentaires ». Dans chaque onglet, vous trouverez des informations pertinentes organisées par objectif et par cible. Sélectionnez l'objectif ou l'indicateur cible qui vous intéresse. Une fois sélectionné, vous pouvez consulter la liste des indicateurs et des informations sur les données recommandées pour calculer l'indicateur. Cliquez sur « Voir les données » pour visualiser l'ensemble des données sur l'UNBL. Examinons plus en détail un objectif en particulier. Choisissons l'indicateur principal 3,1 sur la couverture des zones protégées et des OECM. Sur l'objectif sélectionné, vous pouvez voir la formulation officielle de l'objectif dans la décision 15.4. Ensuite, dans le tableau en partant de la gauche,
Vous voyez d'abord le nom de l'indicateur 3.1. La colonne suivante fournit le lien vers les métadonnées de l'indicateur. La troisième colonne indique les données recommandées pour le calcul de l'indicateur dans les métadonnées de l'indicateur. Et dans ce cas, les métadonnées de l'indicateur principal 3.1 font référence à deux couches de données spatiales, la base de données mondiale sur les zones protégées et la base de données mondiale sur les autres mesures efficaces de conservation basées sur les zones. Les trois colonnes suivantes présentent une brève description des données, la fréquence de mise à jour des données et la résolution des données globales. Enfin, dans la colonne le plus à droite, vous pouvez cliquer pour visualiser les données sur l'UNBL. Après avoir cliqué sur Voir les données, vous pouvez visualiser les données sur l'UNBL. Sur UNBL, vous pouvez également accéder aux métadonnées de la couche de données spécifique en cliquant sur l'onglet Layer Info, situé dans la légende des données. L'information sur la couche comprend la description de la couche de données, les liens pour accéder à la publication source et pour télécharger les données, les sources, la citation suggérée et l'information sur la licence des données. Et c'est tout. Vous pouvez accéder aux données spatiales pertinentes pour le calcul de tous les indicateurs principaux et les composantes de cette collection de données. Et nous avons également inclus les indicateurs complémentaires sur une base ad hoc. J'aimerais noter, comme Philippe l'a mentionné, le G7 vient de publier son rapport final, y compris les métadonnées mises à jour pour les indicateurs principaux avant le SABSTA 26. Vous pouvez consulter plusieurs des documents pertinents ici. Mes collègues laissent tomber le lien pour accéder à ces documents dans le chat. La première version de la collecte de données que j'ai partagée aujourd'hui était basée sur les métadonnées fournies en décembre 2023. D'après notre première étude des nouveaux documents, voici les principaux différences. Pour les indicateurs principaux, la TEG a mis à jour et fournit des informations sur les métadonnées pour tous les objectifs et les cibles couvrant les indicateurs principaux. Ces informations sont compilées dans le document d'information numéro 14, que mon collègue a déjà déposé dans le chat. Pour les indicateurs composantes et les indicateurs complémentaires, le groupe spatial d'experts a examiné et mis à jour la liste des indicateurs en supprimant les indicateurs faisant double emploi et les références à des indicateurs qui n'existent pas. Le groupe spécial d'experts a également proposé de déplacer certains indicateurs du niveau des indicateurs complémentaires à celui des indicateurs de composants. La TEG travaille également à l'élaboration du conseil sur les capacités existantes, les lacunes et les besoins liés au suivi de GBF. Ce document d'orientation comprendra des conseils sur la manière de combler les lacunes en matière de données temporelles et spatiales dans l'ensemble du cadre de surveillance. La liste actualisée des indicateurs proposés pour le GIF développé par la TEG est disponible dans l'annexe 1 du document CBD SABSTA 26.2, dont vous avez également le lien dans le chat. Qu'est-ce que cela signifie pour le collecte de données? Nous nous efforcerons d'ajouter toutes les nouvelles données indiquées et d'aligner cette collecte de données sur les nouvelles métadonnées en suivant les résultats des décisions du SABSTA 26 et la COP 16. Enfin, j'aimerais mentionner ici d'autres ressources que les pays peuvent utiliser pour accéder à des informations supplémentaires sur les indicateurs du GBF, qui ont toutes joué un rôle central dans le développement de cette collecte de données et de l'orientation technique introduite par Annie. Et tout d'abord, les objectifs de la CDB accompagnés de notes d'orientation donnent une vue d'ensemble de chaque objectif en présentant brièvement les termes clés, les indicateurs adoptés pour suivre le progrès, les questions directrices et les ressources à prendre en considération qui pourraient aider les pays à définir et mettre en œuvre les objectifs nationaux. Deuxièmement, le site web des indicateurs de GBF mentionné par Philippe permet d'accéder aux métadonnées des indicateurs. Troisièmement, le site web du groupe spécial d'experts sur les indicateurs permet d'accéder à des rapports et
et à d'autres informations pertinentes. Quatrièmement, le site web des documents de la réunion Substa 26 qui permet d'accéder aux documents mis à jour que Philippe et moi-même avons partagé avant la réunion de mai de cette année. Et enfin, le groupe spécial d'experts sur les indicateurs organise une série de webinaires pour décrire et discuter des résultats du groupe spécial d'experts avant et après le 26e réunion de Substack. Vous pouvez vous inscrire et visionner les enregistrements sur ce site. Mon collègue dépose tous ces liens dans le chat pour vous. Je me fais une pause et vous poser quelques questions. Nous allons utiliser un sondage Zoom et j'aimerais vous demander quel type de données spatiales votre pays prévoit d'utiliser pour le calcul des indicateurs. Vous devriez voir une boîte apparaître sur votre écran et vous pouvez sélectionner une ou plusieurs options. Je vais donner à chacun un moment pour ajouter sa réponse et partager les réponses avec le groupe. Oui, déposer. Alors, je vais demander, Vero, if you can open the chat. Sorry, open the new poll. I am not seeing it yet. Voilà, alors thank you Vera. Ce que vous pouvez voir normalement à l'écran, là pour le moment, c'est donc le sondage que Scott vous demande dans sa présentation. On aimerait savoir pour les participants qui sont avec nous aujourd'hui, les types de données que vous envisagez à utiliser pour le calcul des indicateurs. Est-ce que vous envisagez d'utiliser des données globales, des données nationales, ou bien une combinaison de données nationales ou mondiales? Donc j'attends, je vois qu'il y a 2 réponses pour le moment, mais il y a il y a quelques participants avec nous aujourd'hui. J'aimerais bien avoir des réponses de tout le monde. Je vais redemander à mes collègues donc de revenir voilà, sur la fenêtre Zoom. Je vois 3 réponses. J'aimerais savoir de la part de nos participants si vous pensez utiliser des données globales, des données nationales ou bien une combinaison de données nationales et globales. Alors, on a 3 réponses pour le moment. Du coup, Vero, I'm gonna ask you to end and then share the results. Il semblerait que la plupart d'entre vous, en tout cas qui ont répondu, voudraient utiliser soit des données nationales, soit une combinaison de données nationales et mondiales. Donc effectivement, dans ce cas-là, le UN Biodiversity Lab pourrait être utile. Et donc, si on continue la vidéo, Vero, if you continue the video, just to conclude Scott's presentation. On va terminer la présentation de Scott. Et vos réponses dans le chat. Nous attendrons votre réponse pendant 2 minutes. Et comment le fur et à mesure qu'ils sont ajoutés, le résumé, etc. Veuillez noter que les pays peuvent également. Ce qu'on voudrait savoir, et on va passer un peu rapidement parce qu'on est un peu short en time. Donc, je vous demande, c'est d'écrire dans le chat s'il y a des mises à jour de documents qui suivront donc le SEPSTA 26 ou la COP 16. Est-ce qu'il y a des informations supplémentaires que vous pouvez déjà identifier qui seraient utiles pour votre pays? Donc, n'hésitez pas à nous dire si vous pensez qu'il manque des informations. Écrire tout ça dans le chat. Comme ça, moi, je peux lire et ensuite retourner vers mon équipe scientifique. On va finir la présentation de Scott parce que je veux qu'on reste dans les temps et on a une dernière présentation avec notre collègue Vincent. Donc, Vero, can you please play the rest of the video and then we'll conclude. Faire part de leurs besoins plus généraux liés au cadre de suivi pour les biais de l'enquête partagée par le CDB. Mon collègue ajoute le lien au chat. Sur ce, je vous remercie et je cède la parole à notre animateur. Je reste toujours à votre disposition pour répondre à vos questions. Merci bien.
Voilà, super. Bah, merci beaucoup à Scott d'avoir pris le temps de faire cette vidéo. Encore une fois, on partagera la présentation ensuite. Et donc, c'était une présentation de cette collection de données sur le UN Biodiversity Lab et j'espère que ça a pu être utile pour vous. On va continuer et donc conclure avec la dernière présentation de la session qui se porte sur donc l'utilisation du UN Biodiversity Lab pour soutenir les systèmes de suivi nationaux pour le cadre mondial pour la biodiversité. Et pour ça, donc, je vais faire appel à mon collègue Vincent Blanquet, qui est spécialiste donc SIG et Earth Observation, donc pour le UN Biodiversity Lab au PNUD WCMC. Vincent, on se tourne vers toi et encore une fois, nos participants, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les écrire dans le chat, on répondra ensuite. Donc Vincent, on va partager ta présentation et puis tu peux commencer. Merci Marion. Ok. Bonjour à tous. Moi, je me présente, Vincent Blanquet, spécialiste en SIG et observation de la Terre. Je fais partie de l'équipe UNBL au sein de UNEP WCMC. Et c'est un vrai plaisir pour moi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter la plateforme UNBL, en français, le Laboratoire de la biodiversité des Nations Unies, et ainsi que le soutien technique que UNBL apporte déjà ou vous apportera aux systèmes nationaux de surveillance du cadre mondial pour la biodiversité. Et next slide, please. Just a moment. Here I have an issue. Not to be sure we have the same. Ok, nous avons la même chose. Ok. Donc aujourd'hui, je me concentrerai en particulier sur la section 3 du document d'orientation technique que ma collègue Justine a présenté plus tôt et j'en explorerai le contenu un peu plus en détail à présent. Donc, next slide. Next. Ok, merci. Oh oh, j'arrive. Donc, pour ce faire, tout d'abord, je présenterai brièvement UNBL, mode d'introduction. Ensuite, je passerai aux fonctionnalités actuelles à venir de UNBL qui puissent soutenir les parties dans leurs actions autour du CMB, le cadre mondial pour la biodiversité. Et enfin, je partagerai quelques ressources supplémentaires et je vous inviterai à faire part de vos commentaires pour une session de rétroalimentation. Next slide, please. Ok, un petit souci ici, pour être sûr que tout soit bien en ordre. Donc, en guise d'introduction, qu'est-ce que le laboratoire UNBL? Donc, l'UNBL est une plateforme gratuite et de code source libre et ouvert qui permet aux parties prenantes d'accéder à des couches de données spatiales et à des outils d'analyse de haute qualité pour une utilisation nationale en fonction des besoins spécifiques et du contexte national. Il facilite l'utilisation des meilleures données spatiales disponibles pour la planification, la mise en œuvre, le suivi et la production de rapports pour le cadre mondial pour la biodiversité, Cumming Montréal. Et enfin, élément important, UNBL ne nécessite pas d'expertise particulière en SIG, donc il est ouvert à tout type d'utilisateurs qui puissent se connecter à la plateforme web. Et next slide. Donc, pardon. Ici, vous avez le lien en haut, unbiodiversitylab.org. Et si vous rajoutez le /fr, vous arrivez directement en français. OK. Next slide. So, UNBL a été créé il y a à peu près 6 ans, en 2018. Il a été lancé une première fois, une première version, spécifiquement pour aider les parties à respecter leurs engagements vis-à-vis de la CBD. La première version de la plateforme a permis d'augmenter de 80% le nombre de cartes produites entre le 5e et le 6e rapport national de la CBD. Aujourd'hui, suite à l'accord sur le cadre mondial pour la biodiversité Cumming Montréal, nous travaillons à la mise en place d'une série de nouvelles caractéristiques et fonctionnalités afin de mieux aider les parties à planifier, contrôler et établir des rapports sur le cadre mondial pour la biodiversité au niveau national. C'est ce que nous appelons la version 2, qui est en cours de développement et de déploiement. OK. Donc, next slide, please. OK. Donc, comme vous pouvez voir sur ce diagramme, cette diapositive, UNBL a une longue tradition de soutien aux parties dans leurs engagements vis-à-vis de la CBD. Notre objectif est de continuer à fournir des ressources qui peuvent être adaptées au contexte national et à soutenir les pays en fonction de leurs capacités et de leurs besoins.
et nous comptons vraiment sur vous pour nous aider à guider dans ce processus pour que la plateforme soit vraiment adaptée à vos besoins. Donc, nous sommes à peu près ici, planification et implémentation, soutien technique national pour développer des plans de cohérence politique, des mises à jour des SPAN B et des systèmes de suivi nationaux. Alors, SPAN B, pardon, je ne suis pas très au fait des acronymes en français, dans les stratégies et plans d'action nationaux pour la biodiversité. Et viendra ensuite l'implémentation du suivi et rapport au cours des 2 années qui viennent pour la création de métriques dynamiques sur les indicateurs principaux et soutien aux 7e rapports nationaux de la CBD. Next slide, s'il vous plaît. OK. Donc, en guise de deuxième partie, je vais présenter maintenant les fonctionnalités de UNBL pour soutenir l'action nationale en faveur du CND, les fonctionnalités actuelles et les fonctionnalités à venir. Donc, next slide. OK. Donc, sur cette diapositive, vous pouvez voir 6 caractéristiques principales qui sont disponibles ou en cours de développement pour soutenir l'action nationale autour du GBF. L'équipe de UNBL, donc UNEP de CMC et UNDP, travaille avec les pays en ce moment pour la période 2024-2025, donc cette année et la suivante, pour ajouter de nouvelles fonctionnalités à UNBL afin de soutenir l'action nationale autour du GBF grâce au financement de la Fondation Gordon et Betty Moore. Aujourd'hui, je vais donc vous présenter les fonctionnalités qui sont actuellement disponibles et celles que nous allons développer dans l'avenir. Je sais que ça fait un peu beaucoup, mais ne vous inquiétez pas, nous parlerons de chacune d'entre elles en détail dans les prochaines diapositives. Donc, on va commencer par la première, accéder aux données spatiales pour le cadre de suivi du CMB. OK. Next slide, please. Merci. Donc, tout d'abord, voyons comment accéder aux données spatiales du GBF disponibles sur l'UNBL. Nous avons plusieurs façons de le faire, mais commençons par la collecte de données du cadre de suivi du GBF. Vous en avez déjà entendu en parler en détail lors de la présentation de ma collègue. Je n'entrerai donc pas en détail ici, si ce n'est pour souligner qu'il s'agit d'un guichet unique qui vous permet d'accéder, de visualiser et de télécharger les données globales pour le calcul des indicateurs recommandés dans les métadonnées associées à la décision 15.5. Nous veillerons à ce qu'ils soient mis à jour à la suite du SBSTTA 26 et de la COP 16. J'espère que j'ai bien prononcé. Next slide, please. OK, merci. Donc, l'accès aux données spatiales, l'UNBL propose également des collections de données qui soutiennent plus largement la planification de la restauration, l'objectif 2, de la protection, l'objectif 3, et des solutions basées sur la nature pour le changement climatique, l'objectif 8. Toutefois, je tiens à souligner ici que ces collections n'ont pas encore été alignées sur le cadre de suivi du GBF. C'est une tâche qui est en cours. Next slide. OK. Merci. Donc, en plus de nos collections de données, vous pouvez aussi accéder à plus de 600 couches thématiques au niveau mondial sur la biodiversité, le carbone et le développement durable, élaborées par nos équipes d'experts pour soutenir la planification, le suivi et l'établissement de rapports sur la conservation de la biodiversité et les services basés sur la nature pour le développement durable. Les utilisateurs peuvent librement visualiser, accéder, découper et télécharger ces données sur NBL. À savoir que toutes les données ne sont pas découpables et téléchargeables, car il y a certaines protections sur certaines couches de données sujet à des restrictions de licence. Par contre, vous pouvez les visualiser sur la plateforme online sans aucun souci. Donc, vous avez ce QR code, vous pouvez accéder à unbiodiversitylab.org data list. Vous avez la liste des 600 couches actuellement présentes. Et cette liste est constamment actualisée possible. Je ne vois plus la présentation. Continue à parler, on va le replacer. Alexis a juste eu un problème de connexion, tu peux continuer à faire la présentation. Je Je m'excuse, ouais, continue à parler. j'ai perdu la connexion pendant un moment, je m'excuse, je remets le slide tout de suite. Ça arrive. Pas de problème. Sinon, je peux aussi partager mon écran maintenant. Non, OK. Et, OK, je continue.
Donc, créer un espace de travail UNBL, c'est la deuxième étape. Nous savons que dans de nombreux cas, les pays disposent de données nationales bien meilleures ou bien plus fines pour la planification, le suivi et l'établissement de rapports. Donc, pour permettre la connexion et l'intégration des données nationales, j'aimerais vous présenter notre deuxième fonctionnalité clé, la création d'espaces de travail sécurisés dans UNBL. Donc, il faut en faire la demande et une fois que votre espace de travail a été créé, vous pourrez accéder à la possibilité de définir des zones d'intérêt spécifiques et téléverser vos propres données. Donc, grâce à ces espaces de travail, les pays peuvent mettre en place un environnement de travail sécurisé et personnalisé, se connecter à des référentiels de données nationaux et téléverser des données nationales et, et éventuellement des aires d'intérêt, des polygones en format shapefile ou KML ou GeoJSON, tout en accédant aux données nationales, aux données mondiales de BNPL que je viens de vous présenter. Par exemple, voici sur cette diapositive l'espace de travail national de l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud a téléversé des données nationales utilisées pour la planification spatiale intégrée qui identifie les zones prioritaires pour la conservation de la biodiversité, la restauration des écosystèmes et la gestion durable de l'agriculture. Ces données nationales peuvent être visualisées en même temps que les données de référence mondiale des indicateurs GBF afin de soutenir les rapports nationaux de la prise de décision. Donc, tel que l'Afrique du Sud, vous pouvez avoir accès à un espace personnalisé où vous pourrez publier vos données propres et vos aires d'intérêt plus spécifiques. OK, passons à la slide suivante, s'il vous plaît. Et, donc, les décideurs politiques et les spécialistes techniques peuvent utiliser un espace personnalisé de travail UNBL, ou en anglais Workspace. Vous pouvez inviter une communauté d'utilisateurs pertinent pour l'élaboration d'un plan de surveillance nationale pour le cadre mondial pour la biodiversité. Donc, il vous suffit d'ajouter ces utilisateurs à travers leur email. Et il y a différents droits d'accès possibles selon le type de permission que vous voulez donner à chacun des utilisateurs. Vous pouvez vous connecter à des référentiels nationaux de données spatiales existants via des API, ce qui permet de consolider toutes les données pertinentes en un seul endroit et d'assurer les mises à jour automatiques à partir de la source d'origine. UNBL a actuellement construit des connecteurs avec Google Earth Engine ou avec le catalogue Stack qui peuvent être stockés dans le nuage Azure ou éventuellement avec des données Esri et d'autres types de serveurs web ou éventuellement des tile services en mode Postgres. Nous étudierons également la possibilité de partager des données de NBL via le biais d'API et tout en respectant les normes de l'OGC, l'Open Geospatial Consortium. Vous pouvez télécharger des ensembles de données nationaux ou sous-nationaux et des zones d'intérêt sur nos serveurs. Vous pouvez étiqueter les données nationales afin d'identifier clairement l'objectif, la cible et le type d'indicateur qu'elles serviront à calculer. Vous pouvez visualiser des jeux de données nationaux ou sous-nationaux à côté de n'importe laquelle des couches de données mondiales disponibles sur UNBL. Vous pouvez superposer plusieurs couches en même temps sur une même carte et jouer avec la transparence. Vous pouvez également calculer certaines métriques de l'UNBL à l'aide de la couche nationale officielle et des couches limites internationales officielles, y compris certaines métriques qui seront à développer dans l'avenir pour les indicateurs principaux. Vous pouvez également vous connecter à d'autres outils de reporting clés, notamment Target Tracker. Les deux dernières fonctionnalités sont actuellement en cours de développement et seront présentées plus en détail à l'avenir. Pour le moment, nous avons quelques métriques déjà implémentées. Donc, si vous vous connectez à une BL, vous ciblez votre pays et vous pouvez avoir un retour et certaines métriques calculées sur votre pays à l'échelon national et visualiser en même temps la couche thématique. Et next slide, please. Merci. Troisièmement, vous pouvez utiliser UNBL pour visualiser les données qui vous intéressent au niveau national ou sous-national afin de créer des cartes personnalisées pour votre plan d'action national pour la biodiversité et la construction de vos rapports nationaux. Donc, encore une fois, ici, un exemple, on voit l'Afrique du Sud. Next slide, s'il vous plaît. Donc, quatrièmement, pour le calcul des métriques dynamiques, vous pouvez utiliser l'UNBL pour calculer ces mesures dynamiques sur le pays en entier ou sur des zones infranationales. Et nous avons pour le moment
des régions par pays. Certaines régions n'ont pas forcément été actualisées, mais vous aurez, dans la mesure du possible, avec vos workspace personnalisés, la possibilité de téléverser des nouvelles zones d'intérêt en GeoJSON, KML ou Shapefile, de telle manière que vous pourrez calculer ces métriques sur cette zone d'intérêt particulière. Nos mesures actuelles comprennent l'intégrité de la biodiversité, la densité de carbone, les données chronologiques sur l'indice de végétation amélioré à partir des données de l'Agence spatiale européenne, l'occupation des sols, l'activité mensuelle des incendies, les zones protégées, les changements de l'empreinte humaine sur plusieurs années, et la perte humaine, non, pardon, et la perte de la couverture arborée annuelle. Vous pouvez donc également télécharger des statistiques au format CSV et JSON pour pouvoir les retravailler dans vos rapports personnalisés. Et vous pouvez voir plus en détail les données sur la page d'information sur la couche. Donc, consulter les métadatas pour pouvoir connaître la méthodologie, le type de licence et comment a été créé ces indicateurs. Je tiens à préciser qu'en ce moment, plusieurs de ces indicateurs sont en cours de mise à jour. Et donc, dans l'avenir, vous pourrez avoir accès à 8 métriques concernant votre pays ou d'autres indicateurs à venir en construction cette année et l'année suivante. OK, next slide, s'il vous plaît. Donc, durant cette année et l'année suivante, dans UNBL, on ajoutera de nouvelles mesures dynamiques, la possibilité de les visualiser et de calculer pour les indicateurs principaux qui peuvent être calculés avec des données spatiales, ce qui est particulièrement important pour le développement des systèmes de suivi nationaux pour le GBF. Cette fonction permettra au pays de consulter et télécharger des indicateurs principaux calculés par les institutions dépositaires mondiales pour un pays à l'aide de données de référence mondiale, et ensuite de calculer l'indicateur en utilisant les données nationales existantes et la couche limite nationale et officielle via les espaces de travail de l'UNBL. C'est ce que je vous disais récemment. En fonction des besoins du contexte national, cette fonction pourrait servir de composante d'un système de suivi national pour le cadre mondial pour la diversité. Et cinquièmement, j'aimerais... Donc, next slide, s'il vous plaît. OK. Donc, l'exemple du Costa Rica. Cinquièmement, j'aimerais vous présenter un outil à venir qui s'appelle ELSA en anglais. Les indicateurs principaux et les autres indicateurs inclus dans chaque plan de suivi national sont destinés à guider la mise en œuvre des stratégies et des plans d'action nationaux en faveur de la biodiversité, ainsi qu'à suivre les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs nationaux. En outre, l'objectif 1 demande un plan d'action spatial intégré pour tous les objectifs. Pour soutenir les pays dans ce travail, le partenariat UNBL s'appuie sur un travail approfondi au niveau national pour cartographier les aires essentielles au maintien de la vie. Afin de créer un outil de priorisation spatiale, l'outil ELSA permettra aux pays d'utiliser UNBL pour créer un plan national hiérarchisé, montrant où les actions de protection, de gestion et de restauration de la nature peuvent donner les meilleurs résultats au regard des objectifs et des indicateurs du cadre mondial pour la biodiversité de Kunming-Montréal, ainsi que d'autres engagements politiques connexes. Et cet outil ELSA a été développé d'abord pour le Costa Rica, puis pour 6 pays, on a fait une démonstration de faisabilité. Et ce sera étendu dans le courant de cette année et la suivante à tous les pays. Donc l'idée, c'est de combiner différents datasets pour produire ces cartes qui permettent de définir des aires essentielles au maintien de la vie. OK. Continuons. Next slide, s'il vous plaît. OK. Donc, vous pouvez consulter ici notre version de démonstration de l'outil ELSA qui sera mis à jour durant cette année ou la prochaine. OK. Next slide. OK. Et sixième point, enfin et surtout pour soutenir un suivi et un rapport rationalisé et efficace pour les pays, UNBL couvrira et créera des connexions avec d'autres plateformes pertinentes, y compris l'outil de rapport de données pour les accords environnementaux multilatéraux, connu comme DART, Target Tracker, et l'outil de rapport en ligne de la CBD. Donc, c'est à venir. OK, next slide. Je viens de vous donner un grand nombre d'informations sur les fonctionnalités actuelles et à venir de UNBL pour soutenir le travail au niveau national autour du CMB. Ce que je vous ai présenté ici est également inclus dans la section 3 du guide que ma collègue a présenté lors de la première présentation d'aujourd'hui. J'aimerais prendre un moment pour m'arrêter, vous demander votre avis. Nous considérons que notre rôle est de développer UNBL pour répondre à vos besoins au niveau national
et votre contribution est précieuse. Nous allons donc utiliser un petit sondage Zoom et j'aimerais vous Et demander quels sont les... Pardon. je pense qu'on va le passer, Vincent, parce qu'on est déjà au-delà du temps. Du coup, c'était peut-être juste pour avoir un feedback de nos pays. Mais je vois qu'on est en train de perdre des gens parce que les gens doivent aller à leur prochain appel. Donc, c'est peut-être mieux que tu continues sur les prochaines slides et on conclut Ok, ça. entendu. Ça Pardon, je suis un peu marche. trop long. Non, c'est pas Enfin, toi, j'aimerais c'est toutes les souligner... présentations. Ok, next slide. Enfin, j'aimerais souligner 3 façons simples de vous impliquer dans UNBL dès aujourd'hui. Tout d'abord, nous recherchons des utilisateurs tests pour développer ces nouvelles fonctionnalités. Donc, si vous souhaitez faire part de vos commentaires et de votre avis, veuillez nous communiquer votre adresse email dans le chat. Ensuite, vous pouvez créer un compte pour accéder aux fonctionnalités préférées, telles que la possibilité d'extraire des données de votre pays et les télécharger pour les utiliser dans un sujet local. Et troisièmement, vous pouvez connecter dès aujourd'hui pour créer votre propre espace de travail dans UNBL. Donc ici, vous avez une indication. Pour créer un workspace personnalisé, il faut que vous envoyiez un courriel à di.zhang@undp.org. OK, je continue. Next slide. Je souhaite également partager notre micro-cours sur l'UNBL qui a été mis à jour dans le cadre du projet Early Action Support et qui est disponible sur Learning for Nature. Ce cours vous guide à travers les fonctionnalités du NBL ainsi que les connaissances de base sur les données spatiales et les conventions internationales. Comme tous nos contenus, il est disponible en plusieurs langues, notamment en français. Je demanderai donc à mes collègues de partager le lien dans le chat. OK. Merci à vous. Sur ce, je vous remercie et je laisse la parole à notre animateur. Merci pour votre écoute. Désolé d'avoir été aussi long. Non, il n'y a pas de souci, Vincent. Et honnêtement, c'est parce que les présentations sont chargées en contenu, pas que la tienne. Donc, il y a pas de problème. Effectivement, donc on est un peu après le temps imparti. Du coup, on va pas faire ce sondage. Mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre, à les écrire dans le chat ou à lever la main. Je vois, Farel, que vous aviez une question sur les données nationales sur le UN Biodiversity Lab. Alors, comme Vincent j'ai attendu de répondre justement parce que je voulais qu'on voit la présentation de Vincent. Donc, sur le UN Biodiversity Lab, il y a la possibilité d'avoir des espaces de travail privés où là, vous pouvez utiliser à la fois les données spatiales et les données nationales, mais c'est privé, donc c'est pas forcément public, à part si vous décidez voilà, de rendre ces données publiques, elles ne seront pas visibles aux autres utilisateurs. Euh, Après, si vous souhaitez contribuer voilà, à un jeu de données, on peut en rediscuter, sachant que sur le UN Biodiversity Lab, en tout cas sur la page publique, c'est des données mondiales, donc ils ne sont pas forcément que pour un pays. Mais si un jeu de données voilà, qui particulièrement est important pour vous, n'hésitez pas à nous le dire, vous nous contactez par email et nous on peut voir derrière avec l'équipe d'experts. Encore une fois, tous les jeux de données qui sont sur le UN Biodiversity Lab suivent un processus de vérification et de validation assez rigoureux de notre part. Donc en attendant, je vous conseille d'utiliser voilà, l'espace de travail privé où vous pouvez combiner des données spatiales globales et nationales. Je pense qu'il n'y a pas d'autres questions. Pas de souci, pareil, avec plaisir. Donc, il n'y a pas d'autres questions. Donc, ce que je vais faire, c'est qu'on va finaliser ce webinaire. Alexis, tu peux remettre les facilitation slides. Je voulais vous remercier voilà, de votre temps et d'avoir passé ce webinaire avec nous, d'avoir appris un peu plus sur l'utilisation des données spatiales pour mettre en place ce cadre de suivi. Je voulais notamment remercier ah oui, donc ce que vous voyez à l'écran, c'est une liste de tous les guides techniques donc, qui sont disponibles. Et c'est pas seulement des guides techniques, il y a aussi des cours en ligne et des webinaires, notamment les webinaires 6 et 10, qui sont disponibles pour apprendre un peu plus sur l'utilisation des données spatiales dans le cadre de ce projet Early Action Support. Donc encore une fois, je vais peut-être demander à mes collègues et à Véronica de mettre le lien pour pouvoir accéder à tous les guides techniques, à tous les enregistrements des webinaires qui sont disponibles sur le site Learning for Nature. Donc, en vous rendant là, vous pouvez accéder à toutes ces ressources précieuses. Et comme d'habitude, on partagera donc nous les informations de ce webinaire par email. Et si vous avez des questions, on est toujours là. Je voulais encore une fois remercier donc tous nos présentateurs aujourd'hui. Merci beaucoup Vincent pour ton temps et pour tout le travail sur cette présentation. Merci donc à Scott, à Justine et merci à tous nos partenaires institutionnels
donc le FEM pour nous financer ce projet, le PNUD, le PNUE, le PNUE WCMC et bien sûr la CDB. Vous voyez les adresses des présentateurs aujourd'hui à l'écran, n'hésitez pas à nous contacter. Et Vincent, je te donne la parole pour conclure. Merci Marion. Ben, avec plaisir. Non, juste pour dire que je pense que cette présentation est enregistrée, qu'elle sera à un moment donné disponible. Exactement. Merci à tous. On rendra ça disponible. Merci beaucoup et puis ben, je souhaite une bonne fin de journée ou bonne journée tout court, bonne soirée en fonction d'où vous êtes. J'espère donc être de nouveau connecté avec vous dans le prochain webinaire. Et une fois que votre écran Zoom va se fermer, ça va vous envoyer sur un sondage qui va vous prendre 1 minute pour répondre. Et je vous remercie si vous pouvez prendre cette minute pour nous donner une note pour ce webinaire. Merci beaucoup à tous. Passez une bonne journée et à bientôt. Au revoir. Merci Marion. Bonne journée. Merci. Au revoir.